de la symphonie cosmique à la molécule organique, la perfection improbable de la Terre. L'existence même de notre biosphère, cet iridescent tapis de vie tissé sur la surface d'une sphère rocheuse orbitant une étoile jaune moyenne, constitue peut-être l'énigme la plus profonde et la plus fascinante à laquelle l'humanité ait jamais été confrontée. L'idée d'une « perfection » n'est, bien sûr, qu'une projection anthropocentrique de notre propre appréciation de la complexité et de la survie, mais lorsque l'on examine l'interdépendance stupéfiante des paramètres astrophysiques, géologiques et biochimiques qui ont permis l'émergence et le maintien de la vie complexe, le qualificatif d'improbable, frôlant le miraculeux, semble approprié. Notre récit commence non pas sur Terre, mais aux confins des structures cosmiques les plus vastes, car c'est là que se nichent les prérequis fondamentaux de notre existence. Pour qu'une planète puisse abriter la vie telle que nous la connaissons, il faut d'abord une étoile stable, et dans le vaste catalogue des milliards de soleils qui parsèment la Voie lactée, notre Soleil, une naine jaune de type spectral G2V, offre une longévité remarquable et une émission d'énergie remarquablement constante sur des échelles de temps de l'ordre du milliard d'années, cruciales pour l'évolution darwinienne. Les étoiles plus massives, comme les géantes bleues de type O ou B, brûlent leur carburant nucléaire en quelques millions d'années seulement, une durée insuffisante pour que les étapes lentes de l'abiogenèse et de la multicellularité se déroulent. Inversement, les naines rouges, bien que stables sur des périodes quasi éternelles, émettent initialement des bouffées de radiation ultraviolette si intenses qu'elles peuvent stériliser tout environnement planétaire proche, et leur zone habitable se situe si près de l'étoile que les planètes y sont souvent soumises à un couplage gravitationnel, provoquant un verrouillage tidal, où une face est perpétuellement grillée et l'autre gelée, empêchant la circulation atmosphérique et la stabilité des températures moyennes. Le Soleil se situe dans un équilibre délicat, fournissant un flux photonique qui, pour notre Terre, tombe précisément dans la catégorie permettant la présence d'eau liquide à la surface. Ce flux énergétique est régi par la distance orbitale. La zone habitable galactique, souvent appelée la zone hors Goldilocks galactique, est elle-même un concept nuancé. Elle est définie par la région d'une galaxie où la densité d'étoiles est suffisamment faible pour minimiser les perturbations gravitationnelles catastrophiques, comme les passages rapprochés d'autres étoiles qui pourraient éjecter une planète de son orbite ou la bombarder de rayons cosmiques nocifs, mais suffisamment élevés pour que les éléments lourds, nécessaires à la formation des planètes telluriques, aient été synthétisés lors de générations stellaires précédentes. Notre système solaire réside dans le bras d'Orion de la Voie lactée, une région éloignée des centres galactiques tumultueux où l'activité des trous noirs supermassifs et les supernovas fréquentes créerait un environnement stérile. Les modèles de simulation cosmologique indiquent que les étoiles formées trop près du noyau galactique ont une probabilité significativement réduite de développer des systèmes planétaires stables et riches en métaux lourds. L'assemblage de la Terre elle-même est une cascade de coïncidences mécaniques. Le processus de formation planétaire à partir du disque protoplanétaire est dominé par l'accrétion, où les grains de poussière silicatée et métallique entrent en collision et s'agglomèrent. La taille finale de la Terre est critique. Si elle avait été significativement plus petite, elle n'aurait pas eu la masse nécessaire pour retenir une atmosphère substantielle sur des échelles de temps géologiques, le gaz s'échappant dans l'espace par l'échappement hydrodynamique ou la diffusion. Si elle avait été beaucoup plus grande, elle serait probablement devenue une géante gazeuse ou une super-Terre avec des pressions internes écrasantes, empêchant la tectonique des plaques et la chimie de surface complexe. Notre masse actuelle, environ 5,4 fois 10 puissance 24 kg, est le pivot qui permet de maintenir une gravité suffisante pour retenir l'azote, l'oxygène et, crucialement, l'eau. La présence et la nature de la Lune sont peut-être la coïncidence la plus spectaculaire. L'hypothèse dominante, l'impact géant impliquant un corps de la taille de Mars, nommé Theia, explique la composition similaire du manteau terrestre et lunaire, ainsi que l'anomalie du moment angulaire du système. Cette lune massive exerce une influence gravitationnelle vitale, elle stabilise l'inclinaison axiale de la Terre. Sans cette stabilisation, l'obliquité terrestre, qui est actuellement d'environ 23,5 degrés, varierait chaotiquement sur des millions d'années, entraînant des changements climatiques extrêmes, des cycles glaciaires incessants et une impossibilité pour les formes de vie complexes d'évoluer au-delà de formes primitives capables de migration rapide. La variation de l'inclinaison terrestre, sans la Lune, pourrait aller de 0 degré à près de 90 degrés, transformant la Terre en une succession de climats impossibles. De plus, la friction des marées induite par la Lune a ralenti la rotation terrestre initiale, passant d'une journée de quelques heures à notre cycle de 24 heures, une durée qui s'est avérée optimale pour la régulation thermique biologique et la photosynthèse. La géodynamique interne de la Terre,
alimenté par la chaleur résiduelle de la formation et par la désintégration radioactive des éléments lourds piégés dans le manteau et le noyau, notamment l'uranium-238, le thorium-232, et le potassium-40 est le moteur de la tectonique des plaques. Ce processus, unique parmi les planètes telluriques connues, est essentiel pour le cycle du carbone. La subduction des plaques océaniques entraîne le carbone piégé dans les carbonates marins vers le manteau, où il est recyclé et libéré par le volcanisme, agissant comme un thermostat planétaire sur des centaines de millions d'années. Ce cycle du carbone empêche l'effet de serre de s'emballer comme sur Vénus, où le volcanisme initial, sans mécanisme de séquestration efficace, a libéré une quantité suffisante de dioxyde de carbone pour provoquer une évaporation des océans et une température de surface dépassant 470 degrés Celsius. Inversement, il empêche la Terre de basculer dans un état de « terre boule de neige » permanent, comme cela a pu se produire lors des événements cryogéniens, où l'équilibre entre le volcanisme émetteur de gaz et l'altération chimique consommatrice de gaz est rétabli. L'atmosphère elle-même est une prouesse d'ingénierie chimique. Elle est composée principalement d'azote environ 78% et d'oxygène environ 21%. L'existence d'une atmosphère riche en oxygène libre est le résultat direct de l'évolution biologique, initiée il y a environ 2,4 milliards d'années par la grande oxydation, provoquée par les cyanobactéries photosynthétiques. Avant cela, l'atmosphère primitive était réductrice, probablement composée de méthane, d'ammoniac et de vapeur d'eau. Le passage à une atmosphère oxydante a été toxique pour la majorité des formes de vie anaérobie existantes, mais il a ouvert la voie à la respiration aérobie, beaucoup plus efficace énergétiquement, permettant l'émergence de la complexité eucaryote. La quantité précise d'oxygène, si elle était de 17%, les incendies de forêt seraient rares mais les organismes seraient moins énergétiques, si elle était de 30%, les incendies seraient incontrôlables et la vie complexe souffrirait d'un stress oxydatif excessif, semble réglé avec une précision stupéfiante pour soutenir une mégafaune active. Et puis il y a l'eau liquide, l'ubiquiste solvant de la vie. La Terre se trouve dans cette zone habitable orbitale où la température moyenne permet à l'eau de rester sous forme liquide. L'eau possède des propriétés physiques et chimiques extraordinaires, une polarité élevée due à l'angle de liaison d'environ 180 degrés entre les atomes d'hydrogène et l'oxygène, permettant la formation de liaisons hydrogène robustes. Ces liaisons expliquent pourquoi l'eau est un solvant quasi universel, capable de dissoudre une immense variété de composés polaires et ioniques nécessaires aux réactions métaboliques. De plus, l'eau possède une chaleur spécifique remarquablement élevée, ce qui signifie qu'elle peut absorber ou libérer de grandes quantités d'énergie thermique avec une variation de température minimale, jouant un rôle tampon essentiel dans la régulation du climat terrestre et des organismes vivants. L'anomalie la plus critique de l'eau est peut-être son état solide. Contrairement à la quasi-totalité des autres substances, la glace est moins dense que l'eau liquide, car ses molécules s'organisent en un réseau cristallin ouvert maintenu par des liaisons hydrogène, augmentant le volume et diminuant la densité. Si la glace coulait au fond des océans, ceux-ci gèleraient de bas en haut, transformant la planète en un bloc de glace impénétrable, anéantissant toute vie aquatique profonde. C'est cette flottabilité de la glace qui permet aux couches d'eau inférieures de rester liquides même lorsque les surfaces se congèlent, offrant des refuges thermiques pour la vie. Le champ magnétique terrestre, la magnétosphère, agit comme un bouclier invisible, essentiel pour protéger notre atmosphère et notre surface des vents solaires et des rayons cosmiques galactiques. Ce champ est généré par le mouvement de convection du fer liquide dans le noyau externe, un phénomène connu sous le nom de géodynamo. La taille du noyau, sa température, la conductivité électrique du fer, et la rotation terrestre sont toutes des variables qui doivent s'aligner pour maintenir ce bouclier. Si le noyau se solidifiait prématurément, ou si la rotation ralentissait drastiquement, le champ s'affaiblirait, permettant aux particules chargées de haute énergie du Soleil de frapper l'atmosphère supérieure, provoquant l'érosion progressive des gaz légers et, ultimement, la perte de l'eau par photodissociation et échappement. Mars en est un exemple tragique, ayant perdu la majeure partie de son atmosphère il y a des milliards d'années après la solidification de son noyau et la disparition de sa magnétosphère. La chimie de la vie repose sur le carbone, l'élément central de la biochimie terrestre. Le carbone, ayant la capacité unique de former 4 liaisons covalentes stables avec lui-même et avec une grande variété d'autres éléments, permet la formation de chaînes moléculaires longues et complexes, les polymères organiques. L'existence de macromolécules comme l'ADN et les protéines dépend de la stabilité de ces liaisons carbone-carbone. Le silicium, souvent cité comme alternative potentielle, forme des liaisons moins stables, particulièrement en présence d'eau, et tend à créer des réseaux rigides plutôt que des structures dynamiques et flexibles nécessaires à la vie.
De plus, l'abondance cosmique des éléments est favorable. Le carbone, l'oxygène et l'azote sont produits massivement dans les étoiles massives et dispersés lors des supernovas, assurant leur disponibilité dans les nuages moléculaires qui forment les systèmes stellaires de deuxième ou troisième génération, comme le nôtre. Notre système solaire s'est formé à partir d'un nuage enrichi par les restes d'au moins 2 générations d'étoiles massives antérieures. L'origine de la vie elle-même, la biogenèse, reste un domaine de recherche intense, mais les conditions terrestres initiales semblent avoir été parfaitement configurées pour catalyser cette transition du non-vivant au vivant. Les environnements hydrothermaux sous-marins, riches en gradients chimiques et thermiques, ou les mares chaudes en surface, comme suggéré par l'hypothèse de l'argile ou des étangs primordiaux, auraient fourni l'énergie et les surfaces catalytiques nécessaires à la polymérisation des acides aminés et des nucléotides. La découverte d'acides aminés et d'autres précurseurs organiques dans les météorites carbonées, tels que la météorite de Murchison, prouve que les briques élémentaires de la vie sont abondantes dans l'univers, mais il fallait un réacteur chimique stable et isolé pour assembler ces briques en systèmes autoréplicatifs. La présence d'eau liquide, d'un cycle de pH régulé par l'activité volcanique, et de sources d'énergie variées, UV, géothermie, chimie, formait cette boîte à outils moléculaire parfaite. L'évolution vers la complexité eucaryote, il y a environ 2 milliards d'années, marque un autre saut improbable. Ce saut implique l'endosymbiose, l'intégration d'une bactérie alpha-protéobactérie dans une cellule hôte, donnant naissance à la mitochondrie, l'usine énergétique qui a permis la croissance des organismes multicellulaires et, finalement, des animaux et des plantes. Les théories suggèrent que cet événement a été rendu possible par une carence en oxygène ou une instabilité environnementale qui a forcé la coopération plutôt que la prédation entre les cellules. Si l'atmosphère avait atteint un niveau d'oxygène plus élevé trop tôt, la cellule hôte aurait pu simplement digérer l'endosymbionte, où l'énergie supplémentaire n'aurait pas été nécessaire pour gérer une plus grande taille corporelle. Le positionnement de la Terre dans la galaxie, loin des régions de formation stellaire intense mais suffisamment enrichies en éléments lourds, est souvent résumé par l'idée de la rareté de la Terre, un argument développé par Peter Ward et Donald Brownlee. Il postule que la combinaison de tous ces facteurs, une galaxie stable, une étoile de type G, une position au bon endroit dans la galaxie, la présence d'un géant gazeux comme Jupiter agissant comme un aspirateur à comètes, pour protéger la Terre des impacts majeurs, une lune stabilisatrice, une tectonique des plaques actives, et une quantité juste de métaux lourds est extrêmement rare, suggérant que la vie complexe pourrait être une singularité. Jupiter, avec sa masse près de 1000 fois celle de la Terre, joue un rôle de bouclier gravitationnel essentiel. Les calculs montrent que sans Jupiter, la fréquence des impacts d'astéroïdes et de comètes sur la Terre dans la dernière partie du grand bombardement tardif aurait été significativement plus élevée, rendant l'évolution des organismes sensibles, comme les mammifères, beaucoup plus ardue. Les données des exoplanètes confirment cette rareté. Des milliers de planètes ont été découvertes, mais la recherche de jumeaux terrestres se heurte à des obstacles statistiques massifs. Les télescopes comme Kepler et TESS ont révélé une abondance de super-Terre et de mini-Neptune, mais très peu de planètes ayant la masse, la densité et l'orbite appropriées pour maintenir une atmosphère stable et des cycles géologiques actifs. Les études de l'atmosphère des exoplanètes, menées par des instruments sophistiqués comme le télescope spatial James Webb, commencent à sonder la composition atmosphérique, cherchant des biosignatures. La détection simultanée de méthane et d'oxygène, par exemple, pourrait être un indicateur fort de la vie, car ces gaz réagissent rapidement ensemble et leur coexistence stable nécessite une source constante de renouvellement biologique. Jusqu'à présent, les découvertes ont montré une diversité planétaire incroyable, mais aucune n'a encore répliqué l'équilibre multifactoriel de la Terre. Considérons maintenant les paramètres biochimiques fins. L'ADN, la molécule porteuse de l'information génétique, repose sur la structure en double hélice et l'utilisation de 4 bases azotées, adénine, thymine, guanine, cytosine, qui s'apparient spécifiquement A avec T et G avec C. Cette spécificité d'appariement est cruciale pour la réplication fidèle de l'information. Les liaisons hydrogène faibles entre les paires de bases permettent le déroulement de l'hélice pour la lecture et la copie, tandis que le squelette phosphate-sucre maintient la structure globale. Si les forces d'attraction ou de répulsion entre ces bases avaient été légèrement différentes, la stabilité de la molécule aurait été compromise, soit en la rendant trop rigide pour être déroulée, soit en permettant des erreurs d'appariement trop fréquentes pour que l'information puisse être transmise fidèlement sur des générations. Les protéines, les ouvrières de la cellule, sont synthétisées à partir de 20 acides aminés canoniques. Ces acides aminés sont tous chiraux, existant sous 2 formes images l'une de l'autre, les énantiomères lévogyres et les dextrogyres D.
La vie terrestre utilise exclusivement la forme L pour la construction des protéines et la forme D pour certains composants membranaires et des peptides bactériens. Cette homochiralité stricte est une nécessité absolue pour l'assemblage de structures hélicoïdales et feuilletées stables. Les expériences de chimie prébiotique montrent que les mélanges racémiques L-D sont produits naturellement. Le mécanisme par lequel la Terre a sélectionné un seul énantiomère reste débattu, impliquant peut-être la polarisation circulaire de la lumière UV dans l'espace ou des surfaces catalytiques spécifiques, mais l'imposition d'une chiralité unique est un filtre évolutif incroyablement restrictif. La bioénergétique, centrée sur l'adénosine triphosphate ou ATP, est une autre merveille d'ingénierie chimique. L'ATP stocke de l'énergie dans ses liaisons phosphate à haute énergie. La libération contrôlée de cette énergie par l'hydrolyse de l'ATP en adénosine diphosphate, ADP, alimente presque tous les processus cellulaires. Cette échelle d'énergie est parfaitement adaptée à la taille et au métabolisme cellulaire. Si l'énergie libérée était significativement plus grande, les molécules cellulaires seraient constamment endommagées par une énergie excessive. Si elle était plus faible, les processus vitaux comme la locomotion ou la synthèse de macromolécules ne pourraient pas être alimentés efficacement. Poussons notre exploration vers le futur, en considérant comment ces équilibres pourraient être rompus. Le changement climatique anthropique est une perturbation directe du cycle biogéochimique du carbone, le thermostat planétaire que nous avons décrit. L'injection massive et rapide de carbone fossile, séquestré depuis des millions d'années, dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone, dépasse la capacité des puits naturels, les océans et la lithosphère à rééquilibrer le système sur des échelles de temps humaines. L'acidification des océans, résultant de l'absorption de ce CO2, menace directement les organismes calcifiants comme les coraux et le plancton à coquilles de carbonate de calcium, qui sont à la base de chaînes alimentaires marines complexes. La diminution du pH marin, qui est passé d'environ 8,2 à 8,1 au cours des 2 derniers siècles, peut sembler minime, mais elle représente une augmentation d'environ 30% de la concentration d'ion hydrogène. L'évolution future de la Terre sera également contrainte par l'évolution de son étoile, le Soleil. Dans environ 1 milliard d'années, l'augmentation progressive de la luminosité solaire, due à l'accumulation d'hélium dans le cœur stellaire, augmentera le flux énergétique reçu par la Terre d'environ 10%. Ceci suffira à déclencher un effet de serre incontrôlable. La vapeur d'eau, un gaz à effet de serre puissant, s'accumulera dans l'atmosphère, accélérant le réchauffement jusqu'à ce que les océans s'évaporent complètement, un événement connu sous le nom de Runaway Greenhouse Effect. Ce destin semble inéluctable pour la vie complexe de surface. Ce scénario nous ramène à la question de l'intelligence et de l'expansion. Si la vie complexe est si difficile à établir, et si sa longévité est limitée par l'évolution stellaire, alors la fenêtre temporelle pour que l'intelligence évolue, comprenne son environnement et trouve une solution pour transcender sa planète d'origine est extraordinairement courte. La durée de vie moyenne d'une espèce sur Terre, selon les données paléontologiques, est d'environ 4 millions d'années. L'espèce Homo sapiens, avec sa civilisation technologique, n'existe que depuis environ 200 000 ans, et notre capacité à modifier significativement la planète n'a émergé que dans les derniers siècles. Ceci renforce l'idée que notre perfection est intrinsèquement fragile et temporaire. Pour échapper à ce destin stellaire, l'humanité devrait maîtriser des technologies d'ingénierie planétaire ou d'exoplanétologie avancée. La terraformation de Mars est une perspective lointaine, exigeant de restaurer une atmosphère perdue, de générer un champ magnétique ou d'utiliser des boucliers magnétiques artificiels à l'échelle planétaire, et de débloquer l'eau gelée. La colonisation d'autres systèmes stellaires, bien que théoriquement possible par des vaisseaux générationnels ou des technologies de propulsion avancées comme la voile laser, représente un défi énergétique et logistique colossal, nécessitant la traversée de vastes étendues interstellaires où les densités de matière sont si faibles que les impacts micrométéoritiques deviennent un danger constant pour la coque des vaisseaux. Revenons à la chimie et aux fondations de la biogenèse. Une ligne de recherche fascinante explore l'influence de la physique quantique sur les processus biologiques initiaux. Des études récentes suggèrent que l'efficacité de certaines enzymes, comme la méthanogène déshydrogénase, pourrait dépendre de l'effet tunnel quantique des protons. Bien que ces effets soient généralement considérés comme pertinents uniquement aux échelles subatomiques ou dans des conditions extrêmes de froid, leur rôle potentiel dans la catalyse des premières étapes de la vie, peut-être dans l'assemblage des premières molécules d'ARN ou la catalyse métabolique, ouvre un nouveau niveau de perfection réglé. Si la vie nécessite ces effets quantiques pour opérer avec une efficacité suffisante pour soutenir sa propre réplication, cela ajoute une contrainte supplémentaire à l'habitabilité. Considérons le rôle des métaux dans la vie. Le molybdène,
par exemple, est essentielle dans de nombreuses enzymes clés, y compris celles impliquées dans la fixation de l'azote, le processus qui convertit l'azote atmosphérique inerte en forme biologiquement utilisable. La concentration de ce métal dans la croûte terrestre est rare. Si la Terre avait une composition de métaux de transition légèrement différente, les cycles biogéochimiques essentiels qui soutiennent la productivité primaire, photosynthèse, pourraient s'effondrer. De même, le rôle central du fer dans l'hémoglobine et dans la chaîne de transport d'électrons, ainsi que le magnésium dans la chlorophylle, montre que la vie dépend intimement de la disponibilité précise des éléments synthétisés dans les étoiles. L'existence d'un « grand filtre » dans le paradoxe de Fermi. Pourquoi ne voyons-nous pas d'autres civilisations extraterrestres ? Pourrait résider précisément dans la complexité de ces coïncidences terrestres. Si le grand filtre se situe derrière nous, c'est-à-dire que la biogenèse ou l'évolution vers l'eucaryote est l'étape incroyablement improbable, alors la Terre est une rareté cosmique, et nous sommes l'exception. Si le filtre est devant nous, alors des civilisations atteignent notre niveau technologique mais s'autodétruisent inévitablement ou sont stoppées par des catastrophes cosmiques inévitables avant de devenir une civilisation interplanétaire. Les données actuelles, basées sur la stabilité de notre environnement et la rapidité relative de notre évolution depuis l'explosion cambrienne, penchent vers une rareté des étapes initiales. Les modèles climatiques actuels, basés sur les données du GIEC et des simulations couplées océan-atmosphère-glace, prévoit une augmentation de la température moyenne globale de surface de 2 degrés Celsius ou plus d'ici la fin du siècle sous les scénarios d'émissions élevées, ce qui pourrait déstabiliser des systèmes écologiques majeurs. Le point de bascule de la calotte glaciaire de l'Antarctique Ouest, par exemple, pourrait être atteint si la température moyenne de surface dépasse un seuil critique, entraînant une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres sur des siècles, modifiant irréversiblement les côtes où vit une grande partie de l'humanité. Cette fragilité est la preuve la plus tangible que notre état actuel n'est pas une permanence garantie, mais un état stationnaire précaire maintenu par un équilibre subtil des cycles planétaires. Explorons davantage la géologie et le rôle des plaques. La tectonique des plaques est un processus intrinsèquement lié à l'existence d'eau dans le manteau et à la présence d'une croûte de composition appropriée. L'eau agit comme un lubrifiant aux interfaces de glissement des plaques, abaissant le point de fusion des roches et permettant le mouvement. De plus, la différenciation planétaire, la séparation initiale entre un noyau métallique dense et un manteau silicaté moins dense, est cruciale. Si la Terre s'était formée à une température significativement plus basse, elle aurait pu rester un corps rocheux homogène, sans noyau liquide et donc sans géodynamo. Si elle s'était formée trop chaud, une partie importante des éléments légers nécessaires à l'atmosphère aurait pu être perdue dans l'espace lors de la phase d'accrétion violente. La température de différenciation et la cinétique de refroidissement ont fixé les conditions pour des milliards d'années de stabilité tectonique. Les conséquences biologiques de la tectonique sont profondes. Elle crée des chaînes de montagnes, modifiant les schémas météorologiques et créant des barrières écologiques qui favorisent la spéciation. Elle recycle les nutriments, remontant des éléments rares de la croûte profonde à la surface via le volcanisme et l'orogenèse. Sans cette machinerie, la biodiversité s'épuiserait lentement, les éléments essentiels étant progressivement lessivés dans les fonds océaniques ou immobilisés. En revenant à la chimie des molécules biologiques, la stabilité du solvant mérite une analyse plus poussée. L'eau liquide est nécessaire, mais pourquoi pas l'ammoniac liquide, qui est liquide à des températures beaucoup plus basses? Bien que l'ammoniac soit un excellent solvant, il est beaucoup moins polaire que l'eau. Cela signifie qu'il est moins efficace pour dissoudre les molécules ioniques et les espèces chargées, qui sont fondamentales pour les gradients électrochimiques utilisés dans la production d'ATP et le transport membranaire. De plus, l'ammoniac, à des températures basses où il est liquide, ralentit considérablement la cinétique des réactions chimiques, rendant l'évolution et le métabolisme beaucoup trop lents pour soutenir la complexité eucaryote. La Terre, fonctionnant à des températures proches de l'optimum de la thermodynamique chimique pour les molécules organiques stables, se situe dans une fenêtre de réaction optimale. Les découvertes récentes dans le domaine de l'astrobiologie explorent la possibilité que d'autres formes de vie puissent exister dans des environnements qui ne sont pas idéaux selon nos critères terrestres. Par exemple, la recherche de la vie sur Europe ou Encelade, les lunes de Jupiter et Saturne, se concentre sur les océans subglaciaires chauffés par des forces de marée. Ici, la vie ne dépendrait pas du Soleil, mais de la chimiosynthèse utilisant l'hydrogène et les composés soufrés ou méthane émis par des évents hydrothermaux au fond de ces océans. Cependant, ces environnements manquent de la régulation thermique planétaire et de la complexité des cycles géochimiques de surface que nous observons sur Terre. Ils pourraient supporter une vie microbienne abondante,
mais la transition vers la multicellularité complexe et, a fortiori, vers l'intelligence, semble nécessiter l'énergie solaire captée par la photosynthèse et le cycle du carbone stable fourni par la tectonique des plaques. Les modèles suggèrent que pour qu'une planète maintienne durablement une atmosphère riche en oxygène, elle doit avoir une masse similaire à celle de la Terre, et un cycle tectonique actif. Si une planète est trop petite, comme Mars, l'eau et l'atmosphère sont perdues. Si elle est trop grande, comme une super-Terre de 5 masses terrestres, la pression au fond de l'océan pourrait être si élevée que l'eau se transformerait en glace exotique sous haute pression, empêchant les interactions chimiques nécessaires à la surface. Les super-Terres sont souvent théoriquement supposées avoir des plaques tectoniques plus épaisses ou inexistantes, car la viscosité du manteau sous des pressions accrues rend le mouvement des plaques beaucoup plus difficile, risquant de piéger le carbone. Le rôle des impacts planétaires ne peut être sous-estimé. L'impact géant qui a formé la Lune a non seulement fourni notre stabilisateur axial, mais il a également fourni à la Terre la majeure partie de son eau. Les modèles de la formation terrestre indiquent que la Terre primordiale, formée à l'intérieur de la ligne de glace, était initialement trop chaude pour conserver l'eau, qui s'est évaporée. L'eau que nous connaissons aurait été apportée par des corps plus externes, riches en volatiles, comme des astéroïdes ou des comètes, percutant la Terre pendant le grand bombardement tardif. La quantité précise de ces impacts, suffisamment pour créer les océans sans détruire la vie déjà émergente, est une autre bizarrerie statistique. En conclusion de cette exploration de l'improbable perfection, il est tentant de tomber dans le déterminisme cosmique. Si nous devions réinitialiser l'univers, les chances que les mêmes constantes fondamentales, les mêmes conditions de formation stellaire, la même géodynamique, et le même ensemble de hasards, comme l'impact Theia, se reproduisent pour générer une biosphère capable de conscience seraient proches de zéro. La Terre n'est pas parfaite dans un sens absolu, elle subit des extinctions massives et est condamnée par son étoile, mais elle est parfaite dans le sens où elle a fourni, pendant une durée suffisante, l'ensemble des contraintes physiques, chimiques et énergétiques nécessaires pour que des systèmes d'information autoréplicatifs évoluent vers la complexité que nous observons aujourd'hui. Notre tâche, en tant que produit de cette chaîne improbable, est de reconnaître la valeur extraordinaire de cette rareté et d'agir pour prolonger cette fenêtre temporelle, même face à l'inéluctabilité stellaire de son terme final. L'étude continue des exoplanètes et des mécanismes fondamentaux de la vie sur Terre est notre meilleure chance de comprendre si cette perfection est un accident unique, ou si l'univers produit, sous des conditions de rareté extrême, des oasis de complexité biologique régulière. La science nous apprend que nous vivons sur un joyau improbable, un point bleu pâle suspendu dans l'immensité, maintenu en vie par des lois physiques et des événements historiques qui, pris ensemble, défient l'entendement statistique.